Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. On va parler aujourd'hui donc de Trump et de Zelensky et je vais vous apporter donc un éclairage différent que ce que apportent les médias mainstream. À savoir qu'effectivement, il y a eu Zelensky qui est parti donc voir Trump et ça s'est pas bien passé. Alors après, contrairement à ce qu'expliquent donc les médias mainstream, ce n'est pas qu'une humiliation. C'est parti en vrille à partir du moment où Zelensky a commencé à parler des sources du problème. Trump a accusé donc Zelensky d'avoir foiré, etc. Et donc lui, il a repris les bases, c'est-à-dire 2014, invasion de la Crimée. La Crimée échappe donc aux Ukrainiens. Et malgré ces histoires de mémorandum de Budapest et d'accords de Minsk, personne ne vient secourir par la force les Ukrainiens. Personne. Et donc, il commence à dire, voilà, il y a eu Obama, et puis il y a eu toi, et puis après il y a eu Biden, et puis maintenant t'es de nouveau là. Voilà, ça a été assez rapide. Là, on peut le voir là sur la vidéo. Allez, on écoute. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. Je peux vous interroger? Oui. He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Il a occupé de gros morceaux de l'Ukraine. Crimea. Crimea. So he occupied Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but Donc durant de longs moments et durant de longues années, et je ne parle pas que de Biden. Those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. Et donc il égrène donc le président Obama, ensuite Trump, ensuite Biden, ensuite de nouveau président Trump, et le président Trump veut le stopper. Donc là, il explique depuis 2014 tous les présidents américains qui sont arrivés au pouvoir. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know, what they contact 2015. Et donc, il dit, voilà, depuis 2014, personne ne l'a arrêté, il a juste tué des gens sur la ligne de contact. Et donc Trump, il répond, 2014 2014 and 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but donc il dit, j'étais pas là. Right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. Donc il reprend de nouveau, puis il insiste. Donc de 2014 à 2022, la situation était la même. People have been dying on the contact line. Et que sur la ligne de contact, des gens mouraient. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him. Et qu'il y avait des gens qui mouraient, has been dying, et qu'il y a eu des commissions, beaucoup de commissions. A lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me. Et donc lui, il a signé avec lui. Like a new president. Avec Poutine. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him Macron and. Et donc il a signé avec lui un deal. Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. Et donc il a signé avec 6 contractants. Et que tout le monde lui a dit qu'il ne reviendrait jamais. We signed him with gas contract. Gas contract. Et donc il y avait des contrats de gaz. Et il répète, des contrats de gaz. Yes, but after that, he broken this ceasefire. Mais après ça, il a cassé en fait ses promesses. He killed our people and he didn't exchange prisoners. Il a tué des gens, donc toujours sur la ligne de contact, et il aurait dû échanger, donc faire un échange de prisonniers, et il l'a pas fait. Signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? Et donc quel type de promesse? What do you mean? I'm talking about. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office. Et là, il commence à s'énerver. Il parle de respect. Try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going Voilà qu'il est en train de parler, qu'il y a des médias américains. Around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be. Et donc, à partir de ce Thanking moment-là, the president for trying to bring it into this have you ever conflict. been to Ukraine that you say what problems we have? Can I ask you? et donc à partir de ce moment-là, c'est parti en vrille. Parce qu'en fait, il a mis le doigt en fait sur le fait que Trump était aussi au pouvoir. Et c'est pour ça que l'autre il dit vous attaquez l'administration, notre administration. Parce qu'en fait, eux ils n'étaient pas là, mais il y avait Trump. Et eux, ils sont là pour protéger Trump. Ce sont ses gardes du corps, pas physiquement, mais sur le plan politique. Et donc ils le protègent. Et c'est pour ça qu'ils interviennent. Et donc, là, il a mis le doigt sur le fait que, bah oui, mais quand Obama, avec Merkel, signe comme quoi ils vont protéger l'Ukraine, et qu'il n'y a rien qui se passe avec tous les mémorandums qui ont été signés, avec les différents présidents américains ou autres, les accords de Minsk avec François Hollande, bah là, il met le doigt qu'en fait... personne n'est vraiment intervenu et qu'en fait, malgré qu'il y ait eu donc des contrats de gaz, donc des contrats économiques, hein, de business, de deal, avec de l'argent à la clé, eh bien, il est quand même intervenu, Poutine. Et donc, lui, il se pose la question. C'est ça ce qu'il pose comme question, et c'est ça qui est intéressant. C'est, bah oui, il va y avoir un gros contrat à 500 milliards. Mais même, qu'est-ce qui me dit que la situation ne va pas être de nouveau identique? Poutine va... se réarmer, va plus tard avancer et voilà, et donc les contrats ne le dissuadent pas, et puis les contrats n'ont pas enclenché une protection, parce que eux ce qu'ils vendent, c'est il y aura de gros contrats qui seront en jeu, de gros contrats économiques, on va prendre soin de notre investissement. Et oui, mais avant ça n'a pas été fait non plus, et pourtant il y avait de l'investissement. Voilà. Et donc là, on voit qu'à partir de ce moment-là, ça a complètement fait sortir des gonds J.D. Vance et aussi Trump. Parce que J.D. Vance, tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit vous devriez pas. Il dit en fait que c'est pas. Il est pas. Il dit pas textuellement que c'est ça ce qui lui pose problème. Mais il parle. En gros, vous dites ça devant les médias américains, c'est pas bien, c'est pas être reconnaissant. Et oui, parce que si on lit entre les lignes, finalement, ça veut dire que l'Ukraine est dans cette situation parce que les Américains ne l'ont pas aidé, alors qu'ils étaient là dès le début et de manière suffisante, et aussi des pays européens, alors que c'était prévu par des accords. Par exemple, quand il y a eu aussi cette histoire en 2022, quand il y a eu l'invasion, eh bien, il y a eu des pourparlers donc, entre les Ukrainiens et puis les Russes, en Turquie. L'émissaire russe commençait à dire « bon, bah, ça se passe bien, ça se déroule bien, on trouve des accords ». Et là, tout d'un coup, il y a eu des voix anglophones qui sont venues susurrer des petites choses à Zelensky dans l'oreille, expliquant que Poutine ne serait pas fiable, que déjà il avait rompu des accords, qu'il ne fallait pas faire un accord avec lui et qu'on allait l'aider, qu'on allait gagner. Et donc il s'est laissé embobiner dans cette histoire. Et voilà. Et là, on a finalement des centaines de milliers de morts de part et d'autre. On a une Ukraine très affaiblie, une Russie qui à un moment donné a été très 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 affaiblie, à tel point peut-être que c'était ça le but, qu'on pouvait amener le coup de grâce. Et puis finalement non. Non, il n'y a pas eu de coup de grâce, elle a réussi à s'en tirer, et maintenant elle est sur une pente ascendante, et donc il n'y a aucune chance, dans l'état actuel des choses, d'un changement de situation, et que la Russie perde pied. Non, elle va continuer à avancer, et de plus en plus fort. Donc à moins que les Européens et les Américains entrent en guerre, c'est pour ça que Trump il dit « vous voulez la Troisième Guerre mondiale ?» parce que si on ne trouve pas d'accord, on va devoir se battre plus fort.
Et donc, Trump, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà, il se dit, il y a eu suffisamment de morts comme ça. Pour lui, ça a été une grosse bêtise. Et donc, voilà, c'est pas possible. Après, les cartes qu'a en main Zelensky, c'est vrai que militairement, il n'en a aucune, hein, puisqu'il va dépendre des Américains, et même le matériel européen, comme les missiles Taurus ou Scalp, dépendent aussi de technologies américaines. Donc, pour les missiles Scalp, si on n'a pas l'aval des Américains, eh bien, il n'y aura pas de guidage. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être très court, hein, comme situation. Alors après, combien de temps il a encore Zelensky? Alors ça, on peut le voir avec on peut reprendre, j'ai repris donc les chiffres de l'Institut Kiel. Et là, on peut voir en fait l'aide qu'a reçue donc les Ukrainiens. Donc sur ce graphique, on voit février 2022 et on voit l'aide donc européenne qui arrive en premier. Et après, tout d'un coup, les Américains rattrapent leur retard en août 2022. Et à partir de juin, sinon c'était surtout les Européens qui prenaient le risque d'aider Zelensky et de dépenser des milliards en pure perte, s'il n'y arrivait pas. Et puis après, on voit qu'effectivement, bon, il y a de l'aide régulière, et on voit un petit peu le rythme de l'aide. Hein. Ça donne une idée de ce qui est nécessaire par mois. Et on voit un gros paquet d'aide ici, en octobre 2024, avec Biden, grosse enveloppe, 60 milliards. Et donc, ça donne une idée. Ça veut dire que à partir de là, à partir d'octobre, en gros, ils peuvent tenir. Il y a 4 mois d'aide là. Non, les 3. Donc, c'est à partir de maintenant, et en prenant en compte que les Américains ne renient pas leurs paroles, c'est-à-dire fournissent bien tout ce qui était promis, parce que souvent Zelensky s'est plaint en fait de ne pas avoir eu à temps le matériel promis. Donc ils ne pourront pas tenir plus qu'avril-mai. Donc effectivement, ça laisse peu de marge à Zelensky. Après, il y a une possibilité quand même. Mais c'est des possibilités désagréables. Hein. Ça va pas être sympa. Ça va être un poil irritant. Et même franchement irritant. Comment il peut être irritant? Il faut se rappeler, par exemple, en 2023, le 6 juin, il y a eu un barrage, le barrage de Kakhovka, qui a cédé. Et il a cédé parce qu'il a explosé. Alors, évidemment, les Russes et les Ukrainiens se rejettent la faute. Mais alors, on est au début de la contre-attaque ukrainienne qui va porter ses fruits. Et en fait, à qui bénéficie finalement surtout le crime? Eh bien, c'est simple. Vous avez une grande réserve d'eau, immense, au-dessus de Kherson, qui est donc une zone infranchissable. Parce que trop large, et si vous mettez des blindés sur des barges, pendant plusieurs kilomètres, ça va être facile de les couler. Donc passer par là, ça paraît compliqué. Ensuite, au sud du barrage, si vous passez par le sud, vous faites votre contre-attaque, vous dépassez Kherson, vous reprenez Kherson qui à ce moment-là est russe, eh bien en fait vos forces, si le barrage cède, vont se retrouver pendant plusieurs semaines séparées de toute aide possible. Et donc les brigades de blindés, on va pouvoir les dégommer, voire même les prendre gratos, en les laissant simplement vider leur réservoir en manœuvrant, et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc, finalement, c'était plus une protection pour les Russes pour l'instant, le temps qu'ils tirent avec. C'était comme avoir un flingue, avoir qu'une seule balle, et puis se dire, j'avais à attendre le bon moment de l'utiliser. Et ce moment-là, c'était pas le bon moment. Donc pour moi, le barrage, il aurait sauté tôt ou tard, mais pas à ce moment-là pour l'avantage des Russes. Là, finalement, ça permettait aux Ukrainiens de se dire, ça y est, le coup de feu, il est parti, on ne pourra plus nous tirer dessus avec ce flingue, et la zone humide qui est donc en amont du barrage va sécher avec l'été. Donc on aura peut-être une possibilité de franchissement.
Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est pas du tout comme ça que d'autres médias l'ont présenté, et ils l'ont présenté complètement à l'inverse. Mais bon, l'histoire dira la vérité au fin du compte. On verra bien. Après, plusieurs fois, les Russes et les Ukrainiens se sont accusés mutuellement de taper sur une centrale nucléaire, Zaporizhzhia. Donc, ils peuvent continuer. Ils peuvent aller crescendo. Ça s'appelle un chantage. Mais on est aussi en train de faire chanter l'Ukraine, finalement, dans cette histoire, en lui disant, eh bien, écoute, tu fais cet accord à 500 milliards, tu me donnes ces ressources, et sinon, je t'abandonne en race campagne, alors que tu as déjà des centaines de milliers, tu as eu déjà des... combien, 100 000, 200 000 morts? Le chiffre exact, on le connaît pas encore. Officiellement, on est dans les moins de 100 000, mais il n'y a aucune chance que ça soit le bon chiffre. Il va forcément être beaucoup revu à la hausse, parce que les Ukrainiens veulent plus aller au combat, hein. Ils ont du mal à trouver des personnes qui veulent y aller, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a beaucoup de morts, il y a peu de gens qui en reviennent, ou quand ils en reviennent, ils sont estropiés, voire même ils ne reviennent pas, on les laisse pourrir dans les tranchées, et puis voilà. C'est la guerre. Hein. Donc, si l'Ukraine fait un accord de paix dans l'état actuel des choses, eh bien finalement, ils auraient bien mieux fait de faire un accord quand il y avait des émissaires en Turquie, au début du conflit. Voilà, c'est triste, hein, de voir que finalement, ils se sont mis tout seuls, comme dit Trump, hein. Vous êtes mis dans une mauvaise posture, c'est vrai. C'est vrai, si c'est ça qu'ils pensent, et ben à ce moment-là, oui, on est obligé on ne peut que acquiescer, hein, malheureusement. Les Ukrainiens se sont laissés, pour moi, un petit peu embobiner dans cette histoire. Et puis nous aussi, hein, parce que quand on regarde l'effort que nous on a fourni, quand même, déjà en montant d'aide, on est au-dessus des Américains. Hein, je vous montre le graphe. Hein. Donc là, vous voyez les États-Unis, l'Europe, et puis l'aide totale. Et vous voyez que les Européens, les Américains, l'aide totale, eh bien voilà, on a donné un peu plus que les Américains, c'est ça la vérité. Simplement, nous ne sommes pas autonomes. Nous, Européens, nous sommes de vulgaires moutons. On parle depuis 2009 d'un envoyé, d'un représentant pour la politique étrangère, pour les affaires étrangères de l'Union européenne, et d'un président européen. Ça a été ratifié par le traité de Lisbonne, dont on ne voulait pas. Résultat, il n'y a rien. Est-ce que ce représentant européen est reçu par Trump? Non, absolument pas. Il compte absolument pas. Les discussions se font, alors que ça concerne l'Europe, se font sans les Européens, sans les Ukrainiens. C'est ça la vérité. Ça montre toute la puissance de l'Union européenne. Et si l'Union européenne n'est pas puissante, c'est parce qu'elle le veut bien, en vérité. En vérité, c'est un organisme qui désire aucunement compter dans l'économie. C'est un truc de fou, c'est un truc où ils veulent offrir leurs frontières pour la mondialisation, ils veulent voir les usines partir là où c'est intéressant financièrement pour les actionnaires, mais bon, l'autonomie stratégique, non, ça ne les intéresse pas. Quand vous regardez le Mercosur, qui consiste donc, on va approvisionner donc en ressources alimentaires, en denrées, des denrées qui vont venir par la mer, alors que on n'arrête pas de nous dire « Ouh là là, on a des problèmes avec la Russie, il risque d'y avoir une guerre dans quelques années. Alors, pourquoi signer des accords où on va se tirer une balle dans le pied, littéralement. Et on s'est tiré déjà une balle dans le pied avec cette histoire de l'Ukraine, parce que maintenant, on a passablement énervé un voisin encombrant et important, qui est la Russie, qui compte, qui a l'arme nucléaire, qui a maintenant une industrie d'armement sur les rails. Ça fait plus d'un an qu'on nous bassine. Oui, on va se mettre en état de guerre, en économie de guerre surtout, mais que dalle. On est à la ramasse, et les Américains aussi.
Ils auraient aimé tenir le rythme, mais ils tiennent pas le rythme. C'est pour ça. Quand Trump dit vous voulez une guerre nucléaire, bah c'est parce que c'est la seule possibilité qui va rester si le conflit continue, pour que ce camp occidental puisse gagner. Parce que les capacités de production en obus sont inférieures à ceux des Russes. C'est ça la vérité. Donc les capacités de production des navires chinois, par exemple, sont bien plus importants que ceux des Américains. La situation de 1914 à 1939, où c'était les Américains qui étaient l'atelier du monde, qui étaient l'industrie du monde, eh bien maintenant c'est plus du tout le cas, c'est la Chine, et les capacités de production sont en Chine. Donc s'il faut monter en puissance, c'est eux qui vont réussir à monter en puissance. Pas le camp occidental, où il n'y a plus d'usines, presque plus, où on est devenu à la ramasse. Voilà, il faut dire les choses. Donc ils sont marrants, ceux qui ont dit il faut infliger une défaite militaire à la Russie. Ah bah oui, on a vu comment, comme disait Bruno Le Maire, on va atomiser l'économie russe. Bah, excusez-moi, mais je pense que c'est pour l'instant notre argent qui a été atomisé. Non mais c'est dingue. Et ça aussi, faudrait quand même qu'il y ait des commissions, qu'on dise un peu ce qui s'est passé et qu'on en tire les conséquences. Voilà, et je veux bien avoir votre avis là sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de la tournure de ces événements? Est-ce que finalement on a fait les bons choix? Est-ce qu'on aurait dû plus s'investir ou au contraire pas du tout aller dans cette guerre et chercher la paix? D'ailleurs, au passage, c'est vrai que Trump, il a mis le doigt sur quelque chose d'important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce personnage. Il a mis le doigt sur un point, c'est que effectivement, Zelensky porte une certaine responsabilité, même si c'est la Russie l'agresseur. Parce qu'en fait, Poutine, il a dit un mois avant l'invasion, et ça c'est important, un mois, que le statu quo n'était plus une option. Qu'il y avait eu les accords de Minsk 7 ans auparavant, que ça n'avait pas du tout porté les fruits, que les Russes attendaient. Eux, les Russes, ils voulaient par exemple que la langue russe soit rétablie officiellement dans toutes les provinces ukrainiennes. Et en fait, le russe avait été éjecté donc de la langue officielle. Il y avait 2 langues officielles, c'était l'ukrainien et le russe. Et les autorités ukrainiennes avaient donc viré le russe, qui n'avait pas du tout plu donc aux Russes, parce qu'ils se sont dit non, on a beaucoup de russophones, on a beaucoup d'anciens compatriotes russes qui sont là, et il est hors de question qu'ils oublient notre culture. Et donc ça a commencé à partir en vrille à ce moment-là. Et c'était un effort facile à faire. Et que dalle. Et en plus, on se plaint que nous, les Européens, nous ne sommes pas invités. Oui, d'accord, on n'est pas invités à la table de négociation. Alors, il faudrait peut-être quand même rappeler un petit point sacrément gênant. C'est donc François Hollande et Merkel. Qu'est-ce qu'ils ont dit, là, il y a 2 ans? Ils ont dit quoi, déjà, en décembre? Que, en fait, les accords de Minsk, c'était pour laisser le temps à l'Ukraine de se réarmer. Pas pour faire la paix, mais de se réarmer. Et on se réarme pourquoi? À votre avis? Et donc là, vous êtes en plein conflit, et vous expliquez qu'en fait, vous avez roulé dans la farine les Russes. En plus, c'est un propos complètement hallucinant, hors de propos, c'est-à-dire si ça pouvait amener la paix. Mais non, au mieux, il ne se passe rien, et au pire, vous énervez les Russes, et vous rajoutez de l'huile sur le feu. C'est ça la vérité. Et en plus, vous expliquez à la face du monde que la France et l'Allemagne ont signé un accord destiné à faire une filouterie, à tromper l'autre partie qui a signé en face. Et bonjour la crédibilité, hein. Mais qui va nous inviter dans des tables de négociation après? Et après, on s'étonne. Mais non, faut pas s'étonner. Donc ce gars, François Hollande, il faut quand même en tenir compte. Faut pas l'oublier, hein. Et les médias, il n'y a personne qui en parle de cette histoire.
c'est la vision dont je viens de vous en parler. Alors, je compte sur vous pour la diffuser, parce que c'est un point important, tout le monde oublie, mais il ne faut pas oublier, en fait. Il faut, au contraire, il faut tirer les conséquences, et pour tirer les conséquences, il ne faut pas oublier. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que des choses comme ça se reproduisent. Et en plus, les médias ont amplifié cette histoire, c'est-à-dire qu'ils auraient pu simplement dire ça dans leur coin, mais s'il n'y a personne qui porte leurs propos, moi, à la limite, ça tombe aux oubliettes rapidement, et avec un peu de chance, les Russes ne seront même pas au courant. Mais non, et ils ont pris ça, et ils l'ont diffusé au journal, dans les médias, sur Internet, partout. Voilà, bravo, c'est bien. Voilà, ça aussi, c'était pas mal. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis j'espère que tout ça, ça va se décanter, et sinon, à bientôt, et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait, si ça vous intéresse. Allez, salut, ciao.